Bonjour à tous, ici Joris. Je partage ici dans cette vidéo quelques éléments sur un design que j'ai réalisé récemment. Pour Laurence Lermite, sur un projet qui est situé au lieu-dit Les Bertolières, sur la commune de Bossé-sur-Claise, en Indre-et-Loire, en pleine campagne. Un site assez grand, puisque ça fait 3,7 hectares, donc 37 000 mètres carrés, avec de nombreux endroits différents, de nombreuses fonctions. Je voulais aussi prendre le temps de faire un partage, voilà, au moins dans les grandes lignes, puisque bon, c'est un design qui est assez complexe et rentrer dans tous les détails, ça fera certainement une vidéo de 2-3 heures de longueur. Mais voilà, je vais prendre le temps de présenter la démarche, le travail de réflexion, développer sur certains points que je trouve assez originaux dans ce design. Déjà, je vais prendre le temps pour commencer un peu de repréciser donc le contexte. Pour ça, je vais changer d'écran pour avoir la photo satellite du site, disons actuellement, donc en état. On a sur un site, on peut voir ici, vous avez le dessin, donc qui fait 3,7 hectares avec deux corps de bâtiments ici et là. Ce qui était finalement une grande problématique de ce site, c'est le manque de structuration. On a des éléments un peu épars, un peu de boisement ici, ici et là, un maillage bocager un peu incomplet, des arbres fruitiers éparpillés ici et là. Mais tout ça manque de structure, manque de vision claire. Et donc, on a dû voilà, bien prendre le temps de poser la vision du projet, des différents espaces, pour poser ce qu'on appelle le zonage fonctionnel, hein, savoir quelles sont les zones, quelles sont leurs fonctions. C'était un premier gros chantier de réflexion. Pour resituer ici, on a une déclivité comme ça qui va dans ce sens-là, dans cette partie du terrain, puis après le terrain qui va en pente, hop, grosso modo, dans le sens sud-est. On est en Indre-et-Loire, donc un climat océanique, avec une pluviométrie, je veux dire, assez standard hein, pour un département de France métropolitaine, donc de 780 mm par an. Euh, et on est en pleine campagne avec un projet qui est mixte à la fois personnel et professionnel, avec la partie domicile, et puis aussi une partie professionnelle, avec un certain nombre d'activités axées autour du bien-être, et puis d'espaces hébergement en gîte, donc dans le bâtiment qu'on a ici, et puis hébergement en plein air, donc dans la zone qui se trouve là, qui reste à mettre en place. Euh, et donc, ce sur quoi on est arrivé au niveau du zonage, hein, je vous montre, voilà, c'est des grandes patates, finalement, pour représenter dans les grandes lignes déjà quelles sont les différentes zones, quelles sont les différentes fonctions. Donc, très rapidement, il y avait la notion de recréer un maillage bocager dans certaines périphéries qui étaient assez dénudées. Voilà, on voit ça à l'ouest, à l'est ici, et puis également là dans le coin du sud-est. Créer aussi des prolongations, des boisements, des parties boisées pour créer sur le long terme du bois de chauffage et du bois d'œuvre. Donc c'est des parties, on voit en vert pomme ici. Il y a aussi des parties aquatiques à rénover. Donc deux mares rénovées, une mare à créer ici, euh, planter, aménager un étang central aussi qui est assez dénudé, qui manque de biodiversité en partie centrale. Créer deux vergers, un verger très extensif en partie sud, un verger beaucoup plus dense en partie nord, des espaces d'hébergement en plein air ici, ces espaces séparés par des haies qui permettent de créer de l'intimité entre les espaces d'hébergement. Euh, et puis bon, toute une carrière après de choses un peu plus petite échelle, donc tout autour des bâtiments. Euh, Pouvoir créer un espace potager avec différentes serres et aussi des parties production de buissons, on appelle des buissons à infusion, donc on va détailler après, mais c'est des essences peuvent être qui peuvent être infusées pour faire des formes de thé. Euh, Ne pas négliger l'aspect ornemental avec une haie bocagère ici qui est très axée sur des essences très ornementales, donc. Mais aussi des arbustes fleuris qui sont dispersés tout autour du bâtiment. Euh, Comme ici, on est sur un endroit qui est très fréquenté, proche de la piscine, proche d'une tonnelle qui est située ici. On verra une exposition plein soleil qui est relativement coupée des vents dominants.
qui sont des vents de l'ouest et du vent du nord-est, hein, ici, eh bien, c'était plus adapté pour des essences d'arbres fruitiers qui ont besoin de chaleur. En l'occurrence, c'est des bananiers et des agrumes, hein, qui sont prévus. Je vais détailler après lesquels. Et créer aussi tout un espace autour d'une autre tonnelle qui se trouve ici, voilà, pour créer tout un espace vraiment, vraiment agréable à vivre, avec créer toute une perspective paysagère aussi dans la direction de l'Est, avec tout un étagement entre fleurs dans la perspective, hein, vers l'est, entre fleurs comestibles au ras du sol, les mares avec la végétation aquatique autour, et puis une haie fruitière multi-étagée, et puis enfin euh, la haie bocagère située ici. Pensez à un espace vignoble, voilà, donc de la plante grimpante avec différentes espèces, encore une fois, et voilà dans les grandes lignes. Euh, et si on arrive maintenant sur le zonage, pour que ce soit un peu plus précis, je rebascule. Donc voilà, au niveau du plan, là c'est le plan finalisé. Bon, il y a beaucoup de choses à en dire. Pour les parties boisement, il y avait finalement deux types d'espaces assez distincts. Là, on a un sol forestier qui n'a pas de problématique particulière. C'est une forêt tout à fait classique, hein, donc c'est des chênes pédonculés et chênes sessiles qui dominent avec un sous-étage de charme. Donc en extension de ça, des plantés alors, en diversité, hein, même créer une future futaie avec du charme, du chêne sessile, du chêne pédonculé, du hêtre, de l'érable plane. Donc, qui sont autant d'essences, qui sont autant des bons bois de chauffage que des bons bois d'œuvre. Par contre, ici, dans cette partie du terrain qui est plus en contrebas, on a un sol nettement plus humide. Donc là, on est parti sur de l'orme. Alors, de l'orme dans une variété résistante à la graphiose, hein, qui est quand même le grand parasite de l'orme, du frêne commun, du merisier et du robinier faux acacia. Voilà. L'idée étant de créer comme c'est une futaie avec des plantations, donc diversité en termes d'espèces et des plantations en quinconce pour bien utiliser l'espace. Euh, Au départ, comme on plante tous les sujets d'emblée, on est sur une futaie régulière. L'idée étant après d'évoluer au fur et à mesure des décennies à venir vers des coupes et des replantations successives vers une futaie régulière, donc avec différentes strates de végétation forestière pour avoir un écosystème encore plus favorable à la biodiversité avec le temps passant. Je pense aussi un aspect important dans le fait de recréer un espace propice à la biodiversité forestière, c'est aussi, contrairement à la sylviculture disons, classique, à laisser une bonne part, déjà les arbres morts sur pied, les laisser sur place, un aspect important pour la biodiversité, et aussi de laisser une partie conséquente des branchages du bois globalement mort sur site. Et c'est aussi important aussi bien pour la biodiversité forestière que pour l'entretien de la fertilité de les forêts sur le long terme. Euh, le débardage, donc c'est-à-dire une fois un arbre coupé, la façon dont il va être tracté hors du boisement, se faisant ici par un petit tracteur. Permet de remorquer ça donc en dehors sur une partie plus dégagée et puis après de pouvoir débiter les arbres avec une série mobile. Autre aspect du design, donc ici on est sur un boisement au nord-ouest qui est dominé par les noisetiers, donc autant aller dans cette dynamique-là et continuer à densifier avec la plantation donc de nouveaux plants de noisetiers de différentes variétés dans toutes les clairières encore existantes. Étant donné que c'est un environnement de sous-bois, c'est aussi un environnement, le biotope, hein, bien pour aussi des poules, donc la création d'un petit enclos pour les poules pondeuses juste ici, pas trop loin de l'habitat. Alors, hop, pour présenter d'ailleurs un peu plus le design de cette partie-là, là, on est donc, c'est une chose simple, hein, autant se simplifier la vie. Donc, on a sur un espace plane un petit poulailler de 6 mètres par 6 mètres, avec donc des poteaux
d'acacia de 2,50 m enfoncé dans le sol sur 60 cm de profondeur, sur lequel va être donc cloué un grillage torsadé avec des mailles fines pour bien être protégé contre les prédateurs, un abri central et puis un portillon ici. Voilà, c'est l'aménagement tout simple. Un peu plus de détails ici sur l'aspect portillon. Euh, Ce qui est important, c'est de penser donc protection contre les prédateurs, notamment le renard, hein. Grand prédateur s'il en est des volailles, avec le fait d'avoir un grillage enterré sur 30 cm de profondeur, parce qu'il faudra faire une tranchée à la mise en œuvre pour bien mettre non seulement nos poteaux, mais surtout notre grillage en profondeur. Et puis, pensez aussi avoir en partie supérieure 30 cm de grillage, penché, courbé vers l'extérieur, puisque le grenard grimpe assez facilement là-dessus. Donc, le fait de courber le grillage sur 30 cm en partie haute permet de stopper toute tentative d'escalade. Au niveau du portillon, vous remarquerez que c'est aussi important de bien penser à mettre du grillage également ouvert sous le portillon, parce qu'évidemment, si on ne pense pas à ça, eh bien, tout naturellement, le renard ira au point faible, donc il ira bien creuser sous le portillon. Donc, on a bien sûr pensé à cet aspect-là. Après, le portillon, bah, c'est vraiment une construction. J'ai cherché à faire la plus simple possible, hein. C'est un cadre en bois, bien, avec enfin, solidité assurée par des vis et puis des équerres métalliques sur lesquels on aggrave donc encore une fois notre grillage torsadé avec des mailles de 20 mm, hein, c'est ce qu'il faut pour qu'aucun prédateur ne puisse passer, pas même des martres et belettes. Et puis avec une articulation avec charnière en bas, en haut et un loquet. Voilà. Alors, si je reviens sur notre plan, on a aussi d'autres parties, bien sûr. Attendez, je ne vous ai pas. Voilà. Ah, là, voilà, je suis bien sur le plan. Euh, donc, en partie basse, on est sur un verger très extensif avec des très grands sujets qui sont conduits en arbre franc ou arbre tige sur les espèces, du plaque minier, donc du cerisier, du pommier, autant d'espèces qui effectivement conduites en tige ou en franc nécessitent beaucoup d'espace. Euh, Après, au niveau des espaces aquatiques, il y avait un gros enjeu sur le fait de végétaliser déjà l'étang central. Je vais vous zoomer un peu. Donc, pouvoir déjà mettre en place sur le pourtour de l'étang des plantes qui vont permettre de stabiliser les berges. Euh, hop là. C'était du Carex pseudo-cyperus, Iris pseudo Chorus, Lytrum salicaria, Glyceria aquatica et Juncus inflexus, exactement, si vous voulez savoir. Autant d'espèces qui sont bien adaptées justement sur des... Parce que là, on a des abords du couvent d'eau qui sont vraiment très abrupts. Donc là, pour bien stabiliser tout ça et puis derrière revégétaliser, que ce soit esthétique, que ce soit beaucoup plus propice à la biodiversité, c'est important. Créer aussi des massifs aquatiques, hein, donc autour de différentes plantes ornementales et puis de la laitue d'eau également, qui au passage est comestible. Voilà, pour créer aussi un aspect un peu plus paysager. Pensez aussi des espaces, là si on zoome, des petites alcôves avec chacune son petit banc comme espace voilà, de sérénité, espace de méditation, espace de contemplation avec donc logiquement des arbustes qui vont être des arbustes persistants et même d'ailleurs odorants avec l'ajout d'une bavure odorante hein, qui, comme le nom l'indique, permet de parfumer tout l'espace autour d'elle à la belle saison. Après, on a aussi deux mares en partie haute, partie basse existantes, simplement à rénover, avec le fait d'enlever la mare, enlever le gros de la végétation existante. Et puis, c'est des mares qui ont aussi des problématiques d'anoxie, il y a un manque, c'est manque d'oxygène. Je reprends mes notes, la mare en partie haute, ce qui était important, c'était, outre le fait de la plantation qui, encore une fois, stabilise les berges, c'était mettre du cornifle nageant, du Ceratophyllum demersum, pour oxygéner ce milieu qui donc, manque d'oxygène. Et la mare en partie basse, non seulement elle manque d'oxygène, mais en plus elle souffre du fait qu'on a une sureutrophisation du milieu,
parce qu'il y a de l'apport de phosphate et de nitrate qui proviennent du champ conventionnel voisin. Donc pour ça, de la grenouillette, Ranunculus aquatilis, et du Potamocrépus, Potamocrébon crépus, c'est des plantes vraiment adaptées, donc à la fois pour réoxygéner le milieu et pouvoir gérer comme ça les excès de nitrate et de phosphate. Alors après, il faudra l'épuisette assez régulièrement, hein. Donc enlever ces végétaux, et puis qui sont assez riches et qui pourront être apportés, tout comme la vase d'ailleurs, au potager. Euh, autre aspect, c'était l'idée de créer une alcôve de bambou. C'est-à-dire, alors je vais encore zoomer pour que ce soit plus clair, c'est-à-dire que créer une forme de disque avec un petit chemin en spirale, au cœur duquel va se trouver un banc, et tout autour, effectivement, une plantation très dense de bambou. On en a 50 là. Donc, pour créer un espace intimiste dans lequel on peut se poser à l'abri des regards, voilà, un espace méditatif, un espace de recentrage. Euh, et par simplicité, le choix, ça a été de partir sur des bambous de la famille des Fargesia, puisque ce sont des bambous qui ne sont pas traçants. Et donc pas besoin de barrière anti-rhizome, simplement pour contenir ce végétal. Alors, je vous montre quelques images, hein, voilà, jouant sur différentes variétés pour avoir différents coloris, différents types de feuillage et de cannes. Et en plus, au passage, cette plantation de bambou, donc ça permet de produire de la canne, qui est un matériau de bricolage et de jardinage un peu utile, comme ça, de tuteur, par exemple. Euh, Autre aspect du design, donc c'était, hop là, c'était donc créer un verger assez dense, donc créer de la haie fruitière, avec des plantations de fruits rouges donc entre nos fruitiers, framboisier, grosia grappe, grosia nacro, thaïberry, casseillet. Voilà, on a toute cette diversité. Après, on est sur toute une gamme de fruitiers relativement classiques, hein, poirier, cerisier, prunier, figuier. Alors figuier plutôt, donc des variétés relativement rustiques, hein. Euh, Planté selon les courbes de niveau ici présentes, voilà, avec une implantation qu'on peut faire de plus dense, c'est-à-dire dans ce genre de contexte, il vaut mieux partir sur une conduite en moyenne tige sur les arbres fruitiers, donc qui sont à 5 ou 6 mètres en maturité, et puis avec une distance de plantation de 5 mètres entre les fruitiers, ce qui est le minimum dans un contexte comme ici où on ne cherche pas à cultiver entre les rangs de fruitiers, c'est juste laisser engazonner. Ici, on va trouver des choses un peu plus exotiques. Donc ici, on a toute une alcôve pour des bananiers rustiques, des moussa bajou et des moussa dajao, hein, deux espèces qui font partie des espèces les plus rustiques. Euh, Forcément, voilà, ce qui va être plus adapté ici, en profitant à fond d'un éclaircissement, enfin d'une exposition en plein soleil, et puis de la masse thermique du bâtiment ici, une protection aussi par une petite haie brise-vent persistante là, voilà, bref. Plus le fait de mettre en place un paillage épais sur le sol, de moins 15 cm d'épaisseur de bois, mettre un petit grillage ajouré de protection qui permet de faire donner un petit effet de serre, qui permet de gagner 2-3 degrés Celsius par rapport à la température ambiante. Voilà. Et puis oui, il suffit aussi d'ajouter des gros rochers captés voilà, sur le reste du site, pour disposer tout autour des bananiers, pour que par leur masse thermique, ces rochers bien aussi permettent de diminuer encore une fois le risque de gel. Voilà. En tout cas, dans ce genre de situation, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Donc, pour des espèces qui, effectivement, doivent être vraiment protégées au maximum du froid. Et ici, ce qu'on va trouver, sont alors déjà, il y a des grenadiers, puisque bien le grenadier, effectivement, c'est une plante assez rustique, hein, rusticité à moins de 12 degrés Celsius. Donc, c'est très adapté ici. Et bien sûr, à condition d'être exposé en plein soleil pour qu'on ait une fructification correcte. Et puis ici, ça va être des agrumes. Alors là, pour le coup, je suis allé chercher dans des agrumes rustiques, hein, toujours la même problématique, avec, je reprends mes notes,
Du citronnier Ichang Lemon, du citronnier Yuzu, du mandarinier chinois, du mandarinier Satsuma, du citron chouette Thomasville, du l'oranger Caracara et enfin de l'oranger US 115. Euh, tous greffés sur un porte-greffe qui est le Former Alcaïde 5, le FA5, qui est un porte-greffe top parce que à la fois apportant de la rusticité, mais en même temps amenant une meilleure fructification que l'autre porte-greffe très couramment employé, qui est le Poncerus trifoliata, mais qui lui induit un développement plus lent avec une moindre fructification. Euh, Après, dans le design, donc, j'ai pas oublié tout un ensemble d'arbustes fleuris qui sont là surtout pour des raisons esthétiques. Alors, pour donner alors, il y avait 17 espèces différentes, mais pour donner voilà, quelques-unes, avec quelques images, de l'azalée japonaise, voilà, du chèvrefeuille arbustif, du jasmin étoilé ou encore du seringa, qui d'ailleurs, au passage, hein, se mange hein, au niveau de sa feuille, sa fleur, pardon, la fleur est comestible au passage, et c'est très joli dans les salades. Un autre aspect du design, hop, en partie nord ici, c'est donc nos buissons à infusion. Alors, simplement des petits arbustes qu'on va très régulièrement tailler, puisque c'est bien le feuillage qui sert à faire différentes formes d'infusion. Donc, je suis parti voilà, sur de la myrte. La myrte, espèce qui a besoin de plein soleil et qui va faire une infusion assez astringente et diurétique. Par exemple, c'est très bien contre les diarrhées, hein, ce genre de choses. Donc, c'est avant tout usage médicinal. Il y a aussi de l'ossement de parfumé, donc ça qui permettent d'apporter un parfum supplémentaire sur des infusions ou des thés. Du Camellia sinensis, donc c'est du thé. Ouais, le théier peut bien pousser en France, en particulier comme ici sur un climat océanique. Ça se développe bien. Évidemment, on en a mis plusieurs. Et puis aussi un sujet du thé du Labrador, qui est un succès d'année du thé. Hein. C'est une plante qui a un feuillage dont une fois infusé, qui donne un résultat très très proche du thé. Bon, par ailleurs, dans le design juste au sud, puisque très proche donc, des deux bâtiments, en place des bacs d'aromatiques méditerranéennes et d'aromatiques de climat tempéré, 12 espèces donc d'aromatiques méditerranéennes, 12 espèces de climat tempéré. Voilà, des bacs d'aromatiques avec une plantation en carré, enfin, voilà, une disposition assez classique. Ici, on a une partie potager, donc création de planches potagères qui épousent le dessin du bâtiment. Euh, bon, avec classiquement un composteur et serre à semis juste à côté, hein, c'est assez logique. Et puis là, on a un espace donc un peu plus riche avec le jardin de la tonnelle, donc la tonnelle est centrale ici, sur lequel on fait courir du chèvrefeuille de Chine, donc là pour apporter un aspect persistant, un aspect odorant, un aspect aussi très visuel avec cette floraison qui est très longue, et puis aussi du comestible avec du kiwi. Même plus précisément du kiwi de variété Ananas Naya qui a une chair rouge, donc en plus c'est un aspect ornemental intéressant. Je zoome pour que ce soit un peu plus clair. Donc des grimpantes qui partent sur la structure existante, et puis des plantations étoilées autour. Le F20 que vous voyez, c'est du ragoût minier, hein, aussi appelé cerisier du Nankin. Donc c'est un tout petit arbre fruitier qui atteint 1,75 m à maturité, qui pousse très bien au climat tempéré comme ici, qui fait des fruits qui ressemblent beaucoup à la cerise, qui en plus, outre le fait que c'est une dimension très contenue, eh bien, ça a un feuillage aussi qui est très esthétique, qui devient très rougeoyant en automne d'ailleurs. Donc voilà, ça mêle
petite taille, production comestible, aspect d'un feuillage esthétique. Donc, je trouve que c'était très, très adapté ici pour créer comme ça tout un environnement un peu englobant, un peu plus intimiste autour de cette tonnelle et autour de laquelle on a donc ces plantes, enfin, ces supports de culture comme ça en étoile, sur lesquels on va avoir tout un ensemble de fruits rouges, euh, arbres à faisan, fraisier, framboisier, taille-berry, mûre framboise, disposés tout autour, baie de goji. Et là, on va avoir quelques parterres comme ça de fleurs comestibles euh, qui vont apporter donc de la couleur et puis même de la saveur. Quand on lève un peu le regard, donc on a la partie marre là à créer et donc une toute petite mare de 5 mètres par 2. Et puis là, on a déjà des arbres fruitiers présents et on est sur un sol très 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 humide, bien ombragé. Donc là, c'est plutôt une variété de myrtillers hein, qui sont adaptés dans ce genre de contexte, à condition d'apporter un peu de terre de bruyère à la plantation, d'où cette préconisation plutôt de plantation ici. Et après voilà, ça c'est des arbustes ornementaux. Et là, on a plutôt une partie vignoble avec sur tout un palissage à plusieurs niveaux, de kiwai, de passiflore, euh, qui donc non seulement va avoir un aspect ornemental, mais aussi va produire du fruit, de chèvrefeuille de Chine, de vigne et de houblon. Voilà. Donc, toute une diversité cultivée ici sur l'armature et quoi, donc des filets, des piquets en acacia et sur lesquels on va tendre des filins sur plusieurs niveaux pour, euh, pour faire courir comme ça des plantes grimpantes. Alors, est-ce que j'ai parlé de tous les éléments du design? Bon. euh, Oui, et puis ici, donc on a des surfaces de couverture qui sont assez importantes. De se poser la question de comment est-ce qu'on a récupéré et revaloriser les eaux pluviales. Voilà, donc il y a deux solutions en tout cas techniques que j'ai préconisées, soit partir sur une citerne aérienne d'eau pluviale, partir sur un modèle de 5 mètres cubes, qui serait situé par ici, qui permettrait, enfin, qui serait très amplement suffisant pour arroser les cultures qui ont besoin d'arrosage de façon assez régulière, hein, toutes les parties du potager, bien sûr, toutes les parties des, euh, des fruitiers exotiques, disons, et toute la partie du jardin de la tonnelle. Le reste de l'espace, finalement, n'aura pas besoin d'irrigation, passer les premiers stades de développement et hors période de canicule, il n'y a pas besoin d'irrigation pour les autres aspects du site. Donc, sur la récupération des eaux pluviales, on fait une dérivation sur une descente d'eau pluviale pour aller amener de l'eau au niveau d'une citerne aérienne ou sinon d'une citerne souple, c'est une autre option qui est moins chère mais moins esthétique, donc à voir. Et dans tous les cas, donc mise sous pression de l'eau par une pompe de surface avec donc un tuyau d'aspiration qui vient dans notre citerne aérienne, une citerne souple. L'eau est pompée par notre pompe de surface et puis après rejetée par un tuyau d'arrosage de long de 50 mètres qui permet de pouvoir bien aller partout autour du bâtiment. Euh, eh bien, voilà, je pense qu'on a balayé voilà, le design dans les grandes lignes. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant, inspirant. Bah, écoutez, en tout cas, si vous avez des questionnements là-dessus, eh ben, écoutez, vous pouvez les mettre dans les commentaires, j'y répondrai dès que possible. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis bon courage dans vos projets.